Les lendemains du congrès de Heidelberg n'apparaissent guère favorables à Lévi et à la centrale. Non seulement la prise de position des bolcheviks laisse la porte ouverte à une révision de leur attitude scissionniste, que Radek condamne nettement, mais encore il est évident que la majorité des militants du parti demeurent fidèles à leur porte-drapeau gauchiste. L'opposition, en effet, rencontre un écho quand elle dénonce les méthodes bureaucratiques employées contre elle et la détermination de la centrale de chasser du parti tous les opposants. Les conditions de clandestinité dans lesquelles se déroule cette crise interne rendent en effet plausible l'accusation selon laquelle l'objectif de Lévi serait la conclusion d'une alliance à perspectives électoralistes avec les social-démocrates indépendants et l'exclusion des gauchistes le prix payé pour ce rapprochement. Un parti en lambeaux. À l'exception de Chemnitz, ce sont les plus gros districts qui ont soutenu l'opposition dans sa bataille à la veille du congrès de Heidelberg. Il reste solidement entre ses mains et repousse par de fortes majorités les thèses adoptées au congrès. Ainsi à Essen, où 43 militants seulement, sur un effectif de 2000 environ, approuvent les thèses de la centrale. À Hambourg, à Brême, à Berlin, à Dresde, bastion de l'opposition, la centrale prend l'initiative de convoquer directement les militants pour leur soumettre l'approbation des décisions du congrès et obtenir de le désaveu des militants locaux. Les résultats sont médiocres, pour ne pas dire catastrophiques. Si l'on en croit, par exemple, rue Fichet, dans le district de Berlin-Brandebourg, qui comptait 12 000 militants à la veille du congrès de Heidelberg, 36 seulement sont présents pour en entendre le compte rendu présenté par Hein Wilhelm Frpieck. La scission est consacrée à Berlin par une conférence de district qui se tient le 4 janvier, et au cours de laquelle les dirigeants du district appellent à refuser de reconnaître les décisions du Congrès. Après des mois de bataille, en mars 1920, le district contrôlé par la centrale ne comptera pas plus de 800 militants. Le comité central des 4 et 5 janvier va pourtant de l'avant dans l'application des décisions du Congrès de Heidelberg et procède en bloc à l'exclusion de tous les districts et organisations dont les conférences ont refusé d'accepter les thèses et d'admettre l'exclusion des délégués de l'opposition. Dès février 1920, les districts du Nord, du Nord-Est, de Saxe-Occidentale et de Berlin-Brandebourg sont exclus du parti. D'autres organisations, celles de Thuringe et Indelböfeld-Barmen, sont en voie de l'être. Les militants restés fidèles à la centrale La Frontière entre le parti et l'opposition manque de netteté ne sont pas pour autant de la meilleure trempe. Au congrès de Karlsruhe en février 1920, Heinrich N. Brandlöffel, qui revient de la Ruhr, n'hésite pas à affirmer « Nous n'avons pas encore un parti. Ce qui existe en Rhénanie-Westphalie est pire que si nous n'y avions rien. Il ne sera pas possible d'y construire le parti communiste dans un délai rapproché. Ce qui a été fait a discrédité notre nom et notre parti. Il en résulte que nos hommes n'ont pas la moindre autorité parmi les travailleurs. » Au cours du même débat, Eberlin conteste cette appréciation, mais révèle qu'il n'y a plus d'organisation contrôlée par la centrale dans des centres comme Brême, Hambourg, Hanovre, Dresde, Magdebourg et que nombre de groupes locaux ont rompu avec elle toute relation. En fait, en dehors de Stuttgart, où le nombre de militants serait passé depuis Heidelberg de 4 600 à 5 300, et de Chemnitz de 14 à 16 000, le Parti communiste allemand n'est plus implanté que sous la forme de petits groupes isolés. Le national-bolchevisme. La centrale est pourtant servie par les développements qui se produisent au sein de l'opposition, et notamment par les fracassantes prises de position de Wolfhem et Laufenberg, dont Lévi avait fait ses cibles pendant et après le congrès. Dès octobre 1918, les deux responsables hambourgeois avaient défendu, au sein de leur organisation locale, la thèse de la nécessaire transformation de la révolution en guerre populaire révolutionnaire contre les impérialistes de l'Entente, en alliance avec la Russie soviétique. En mai 1919, ils avaient avec une grande violence pris position contre l'éventuelle signature, par le gouvernement allemand du traité de Versailles, considéré comme une capitulation devant l'impérialisme mondial. Cependant, dans la période précédant le congrès de Heidelberg, ils n'insistent pas sur cette perspective, guerroient à la fois contre la participation aux élections et aux syndicats en faveur des unions et contre la centralisation du parti. Lévi à Heidelberg les attaque sur ce terrain et les taxe de syndicalisme, mais ne fait aucune allusion à leur position en faveur de la guerre révolutionnaire. Or, dès le lendemain du congrès de Heidelberg, les militants de Hambourg tentent, en même temps, d'unifier l'opposition derrière eux et de l'entraîner sur leur position nationaliste de type nouveau. L'organe communiste de Hambourg, Kommunistische Arbeiterzeitung, lance un appel au regroupement des organisations de l'opposition. Toutes les organisations de parti du Parti communiste allemand qui pensent que la dictature du prolétariat doit être la dictature de la classe ouvrière et non la dictature des dirigeants d'un parti, qui pensent en outre que les actions révolutionnaires de masse ne sont pas commandées d'en haut par un groupe de chefs, mais doivent émaner de la volonté des masses elles-mêmes et être préparées par le rassemblement sur le plan de l'organisation des prolétaires révolutionnaires dans les organisations de masse révolutionnaires sur la base de la démocratie la plus large.
sont invités à se mettre en liaison avec l'organisation du parti de Hambourg. Le 3 novembre, sous forme de supplément du Kommunistische Arbeiterzeitung, le district de Hambourg publie un texte dû à la plume de Wolfhem et Laufenberg. Guerre populaire révolutionnaire ou guerre civile contre-révolutionnaire, première adresse communiste au prolétariat allemand. Ils y défendent la thèse de la prolétarisation de la nation allemande et de la nécessité d'une alliance de la nation prolétaire avec la révolution russe pour une guerre révolutionnaire contre l'Entente. Leur thèse se précise avec un second pamphlet, Communisme contre spartakisme, dans lequel ils mêlent un exposé sur la nécessité de la paix civile, la bourgeoisie devant accepter le rôle dirigeant du prolétariat pour sauver la nation à de furieuses attaques contre Paul Lévy, ne reculant même pas devant l'antisémitisme, puisqu'il le traite de Judas de la Révolution allemande, l'accusant d'avoir en 1918, par sa propagande défaitiste, poignardé le front allemand. Critiqué au sein même de l'opposition où le seul élément responsable qui les soutiendra sera Friedrich Wendel, violemment attaqué par les dirigeants de l'Internationale et ceux du KPD-S, c'est Radek qui invente pour leur théorie le nom de national-bolchevisme. Wolfhem et Laufenberg demeurent cependant partie prenante de l'organisation de l'opposition, dont ils constituent, dans les derniers mois de 1919 et les premiers de 1920, les fleurons les plus spectaculaires. Tentative d'explication théorique de Pankoek. Au moment où Wolfhem et Laufenberg commencent à se discréditer en tant que porte-parole de l'opposition communiste de gauche, les gauchistes allemands reçoivent le renfort des communistes hollandais Gorté et Pankoek. Dès la fin de novembre 1918, Hermann Gorté s'est en effet rendu à Berlin, où il collabore avec les éléments gauchistes, influençant en particulier Enkolf Schröder. Se faisant le théoricien des organisations révolutionnaires d'entreprise, et vraisemblablement l'un des inspirateurs, en février 1920, de l'Allgemeine Arbeiterunion, première tentative d'unification unioniste à l'échelle de l'Allemagne. Anton Pankoek revient en Allemagne à la même époque, rejoint ses anciens camarades et disciples de Brême et de Berlin, collabore à la presse des I.K.D., puis à celle des organisations locales gauchistes du KPD-S. Dès le lendemain du congrès de Heidelberg, il s'attelle à la tâche de l'explication théorique des divergences entre la centrale et les gauchistes, dans une série d'articles du communiste de Brême sur les divergences en matière de tactique et d'organisation, et surtout dans son étude publiée sous le pseudonyme de Hornet sur la Révolution mondiale et la tactique communiste. Bientôt, oubliant leur impatience de l'année 1919, la majorité des gauchistes vont se retrouver derrière l'analyse de Pankoek pour dénoncer l'opportunisme de la centrale allemande et les tendances similaires des dirigeants de l'Internationale et du Parti russe, dans une polémique dirigée pour l'essentiel contre Radek. Pankoek tire en effet des premiers mois de la Révolution allemande une conclusion opposée à l'analyse des gauchistes dans cette période. Pour lui, l'expérience allemande fait en effet ressortir la nature des forces, qui fera nécessairement de la Révolution en Europe de l'Ouest un processus de longue durée. Pensant comme Lévy l'affirmait dès la conférence de Francfort en août 1919 que l'Allemagne est désormais entrée dans une phase de stagnation, il écrit « Deux tendances se manifestent. L'une veut radicaliser les esprits éclairés par la parole et par l'action, et s'efforce, pour cette raison, d'opposer avec la plus grande vigueur les principes nouveaux aux idées anciennes. L'autre, désireuse d'amener à l'activité pratique des masses qui s'y montrent peu enclines, cherche à éviter le plus possible de les choquer et fait ressortir ce qui unit plutôt que ce qui sépare. La première entend provoquer un clivage net et clair, la seconde vise à rassembler. Le nom de tendance radicale convient à la première, celui d'opportunisme à la seconde. Il est hors de doute que l'opportunisme va prendre une singulière importance au sein de l'Internationale communiste. L'idée centrale du nouvel opportunisme lui paraît être celle selon laquelle un parti, grand ou petit, serait capable à lui seul de réaliser la révolution, pas plus qu'un petit parti radical, un grand parti de masse ou une coalition de divers partis ne saurait mener à bien une révolution. Celle-ci est l'œuvre des masses, elle se déclenche spontanément. Ce qui sépare les communistes des social-démocrates, c'est l'intransigeance avec laquelle les premiers mettent en avant les principes nouveaux, système des soviets et dictature. L'opportunisme au sein de la Troisième Internationale emploie le plus souvent possible les formes et les méthodes de lutte léguées par la Deuxième Internationale. Après que la révolution russe eut remplacé le parlementarisme par le système des soviets et édifié le mouvement syndical sur la base des usines, certaines tentatives les premières de suivre ce modèle virent le jour en Europe. Le Parti communiste d'Allemagne boycotta les élections à l'Assemblée nationale et propagea l'idée d'une sortie organisée, immédiate ou progressive, des syndicats. Mais lorsqu'en 1919 la révolution se mit à refluer et à stagner, la direction du parti opta pour une tactique nouvelle, revenant au parlementarisme et soutenant les vieilles organisations contre les unions.
la cause de la victoire de la bourgeoisie allemande sur la révolution de 1918-1919 réside à son avis dans un facteur caché. Le pouvoir spirituel de la bourgeoisie sur le prolétariat. C'est parce que les masses demeurent encore totalement soumises au mode de pensée bourgeois qu'après l'effondrement de la domination bourgeoise, elles l'ont rétabli de leurs propres mains. L'exemple allemand permet de comprendre les problèmes de la révolution prolétarienne dans un pays où le mode de production bourgeois et une haute culture existent depuis des siècles. Il montre à l'œuvre des forces concrètes que nous avons désignées ici sous le nom d'hégémonie des conceptions bourgeoises, la vénération de formules abstraites du genre de la démocratie, la puissance des habitudes de pensée et de points du programme, telles que la réalisation du socialisme grâce à des chefs parlementaires et à un gouvernement socialiste, le manque de confiance du prolétariat en lui-même, mais bien plus encore, la croyance dans le parti, l'organisation, les chefs qui, des dizaines d'années durant, avaient personnifié la lutte, les buts révolutionnaires, rejetant la thèse de la minorité agissante, écartant l'illusion selon laquelle le pouvoir était à la portée des révolutionnaires. Pankoek estime qu'il s'agit de développer au sein du prolétariat les bases d'un pouvoir de classe permanent. Tâche longue et difficile, qui contraint les révolutionnaires à reconsidérer les perspectives non seulement de Marx, mais des bolcheviks. En ce qui concerne la révolution dans les pays avancés, les pays appelés à constituer le centre du nouvel univers communiste sont en effet ces pays nouveaux où les masses, loin d'être intoxiquées par les miasmes idéologiques de la bourgeoisie, sont sorties, avec les débuts de l'industrialisation, de la vieille passivité résignée, en même temps que s'éveille en leur sein un sentiment communautaire, l'esprit communiste. Pays où il existe également les matières premières nécessaires à mettre les techniques les plus modernes, héritées du capitalisme, au service de la rénovation des formes de production traditionnelles, et où l'oppression est telle qu'elle engendre inévitablement la lutte et la combativité, mais où il n'existe pas de bourgeoisie excessivement puissante et capable de bloquer cette rénovation. Analyse originale, pessimiste pour l'immédiat mais confiante dans l'avenir, et dont le seul point commun avec l'idéologie gauchiste, telle qu'elle s'est jusque-là manifestée dans l'opposition, semble être l'hostilité à la formation de partis reconnaissant le rôle des chefs et admettant la possibilité d'un travail révolutionnaire dans les parlements bourgeois et les syndicats réformistes. L'opinion de Pankoek est aux antipodes du pronostic de Laufenberg, rendant compte en novembre du congrès de Heidelberg et accusant la centrale de manque de confiance dans les masses, puisqu'elle se refuse à agir comme si le problème du pouvoir devait être réglé au cours de l'hiver qui vient. Ce n'est pas là pourtant la principale des contradictions de l'opposition, qui doit se situer également par rapport à la révolution russe et au rôle des partis communistes, ainsi que, plus concrètement, par rapport aux partis officiels et à l'adhésion à l'international. L'opposition en crise, en partie sous l'influence de Pankoek et probablement de Radek, qui pèse de tout son poids sur ses vieux camarades de Brême, en partie sous l'effet de la réaction aux thèses nationalistes, se développe au sein de l'opposition un courant qui peut être considéré comme conciliateur. Dès le lendemain de l'adresse des dirigeants de Hambourg, les responsables de Brême réagissent contre le courant national bolcheviste, qu'ils vont condamner sans ambiguïté, et créent un bureau d'information pour l'ensemble de l'opposition. Le 23 décembre 1919, ce bureau, soutenu par l'organisation communiste de Brême de l'opposition, forte de ses 8000 membres, lance un appel qui constitue une tentative raisonnée pour éviter la scission. Il se prononce en effet pour la convocation, à la fin de janvier, d'une nouvelle conférence du parti à laquelle seraient représentées toutes les organisations, quelle qu'ait été leur position à l'égard des thèses adoptées à Heidelberg, et pour la poursuite immédiate de la discussion commencée et prématurément interrompue à Heidelberg, avec un engagement de la part de la centrale de renoncer immédiatement à toute mesure de type scissionniste, exclusion ou autre. En février 1920, lors de la fondation de la AU, c'est Henkel Frebeke, au nom des militants de Brême, qui présente le point de vue marxiste. Minoritaire, il refuse de considérer que l'union ainsi constituée puisse se substituer au rôle du Parti communiste et persiste à considérer les unions comme une forme simplement plus démocratique de syndicats d'industrie. À la fin du mois, le 3e congrès du Parti communiste est saisi par l'organisation exclue du district de Brême de propositions d'amendement aux thèses de Heidelberg, les communistes de Brême, qui condamnent nettement les dispositions de Wolfheim, Frey et Laufenberg, affirment en même temps qu'ils ne sont pas prêts à la scission. Au même congrès, l'un des responsables du communistische Arbeiterzeitung, Henkel Freuler, vient affirmer l'attachement de la rédaction du journal et de nombre de militants de Hambourg à l'unité du parti. Dans le même temps, Franz Pfemfer proclame de son côté la banqueroute du KPDS et se rapproche d'Otto Rühl qui, à travers le syndicalisme, chemine vers l'anarchisme opposé, sous couleur de communisme anti-autoritaire, le fédéralisme, le refus de la discipline, le culte de la spontanéité, qu'il juge prolétarien, à la discipline, la centralisation, l'organisation bourgeoise par essence,
et se prononce pour un socialisme sans chef, sans État, sans domination. Dans ces conditions, on comprend que la centrale ait maintenu au Congrès de Karlsruhe une position très ferme. Malgré les inquiétudes de Woltschöffre, jugeant désormais inutiles des exclusions qui ne feraient que freiner le retour vers le parti des éléments sains de l'opposition. Le Congrès confirme les décisions de Heidelberg et refuse de discuter avec les communistes de Brême tant qu'ils n'auront pas rompu tout lien avec le groupe nationaliste petit bourgeois de Wolfheim-Frey-Laufenberg. L'opposition gauchiste semble près de se décomposer, et la centrale peut compter sur la pression renforcée qu'exerce sur elle l'exécutif de l'Internationale, qui vient d'inviter ses représentants à une discussion directe à Moscou. Soudés seulement par une commune opposition aux hommes de la centrale et des positions de principe sous-tendues par des analyses profondément divergentes, l'opposition semble incapable de se décider à une clarification qui signifierait rupture ouverte dans ses rangs. Elle semble encore moins capable d'organiser un nouveau parti.